What I want to know is what you think of it. It's a bit of a jumble, a collection of fragments that leap around in time like Mexican jumping beans. Welcome to my mind, old sock. Him, I get. But what did Marion ever do to deserve this? It's not her. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui reviendra sur Mank, le dernier film réalisé par David Fincher pour Netflix. Mank se concentre sur la vie de Mankiewicz, le scénariste qui a écrit Citizen Kane, le film de Orson Welles, ce qui est sujet à débat depuis très longtemps dans les milieux savants du cinéma. On débat pour savoir qui est la plus grosse influence sur le film, est-ce que c'est Orson Welles lui-même, le petit génie du cinéma, ou est-ce que c'est Mankiewicz, donc le personnage que l'on suit ici, qui est un auteur de pièces, qui a eu plus ou moins de succès et qui s'est redirigé ensuite vers le cinéma. Et ce film, un peu à la manière d'un Citizen Kane, est construit dans une succession d'allers-retours entre le temps de l'écriture du film Citizen Kane et divers flashbacks sur la vie de Mankiewicz, qui vont expliquer que, grosso modo, tous les aspects de la vie de Mankiewicz se sont retrouvés dans ce scénario, ce qui, d'après David Fincher et son papa, semble-t-il, puisque c'est son papa qui a écrit le script, serait donc la vérité vraie, et donc la véritable inspiration et la vraie source de ce film. Qui revenait donc, l'idée c'était de voir la grandeur et la décadence d'un homme riche qui finalement n'a jamais a été détruit par son propre pouvoir et par son propre désir d'être aimé. Et ce personnage était, donc le personnage de Kane, était grandement inspiré, si ce n'est totalement calqué, sur William Randolph Hearst, qui était un des magnats des médias de l'époque, qui détenait plusieurs journaux et était, je ne comprends pas trop s'il est partenaire au niveau financier ou pas, mais il avait manifestement quelques cartes à jouer dans la MGM, qui était tenue par Louis Mayer. Alors, j'ai envie de dire que Fincher fait bien pleurer dans les chaumières en faisant son violon et en faisant « C'est mon papa qui a écrit le script et ma maman, elle est malade !» T'as l'impression qu'il a un peu essayé de tapisser le terrain pour qu'on lui balance pas trop de trucs dans la gueule. Mais je trouve que c'est pas sensationnel comme script, et c'est pas spécialement parce que c'est écrit avec un certain style qui essaye de reprendre un petit côté film de l'époque. Vous l'avez vu, le film est en noir et blanc, mais c'est vraiment le sentiment que le scénario est pas très bien écrit, qui sait pas exactement comment créer l'envie en fait de voir un enjeu arriver, parce que l'enjeu il est assez clair. L'histoire du film c'est comment Mank écrit l'histoire. Et l'histoire, à la fin du film, il l'a écrite, donc tu vois juste le personnage écrire l'histoire et qu'est-ce qui, dans sa vie, l'a inspiré. Donc, ce qui veut dire que déjà, au départ, si vous n'avez pas vu Citizen Kane, ça sert à rien de voir ce film. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont essayer de vous dire que non, c'est pas la peine, il n'y a pas besoin, etc. Si vous n'avez pas vu Citizen Kane, l'enjeu du film n'a aucun intérêt. Parce qu'on sait qu'il va écrire le script, ça vous surprendra pas. Donc c'est pas sur ça que se bâtit l'enjeu, et le reste c'est voir quels éléments de sa vie ont inspiré quels éléments du film. Donc si vous avez pas vu le film, vous en avez un peu rien à foutre, je pense, quoi. Donc l'enjeu est pas oufissime, c'est grosso modo surtout une fresque historique qui aborde aussi bien ce qui dans la vie de Mank a motivé la création de Citizen Kane et ce qu'était l'industrie cinématographique à cette époque-là, avec plusieurs tacles qui semblent aller dans la direction de la VOD, et c'est aussi ça le deuxième aspect de ce script, c'est que c'est un script qui semble fait pour la VOD, je dirais même que c'est un script qui semble fait pour le théâtre. Pour moi, c'était pas un script à filmer, c'était pas un script à tourner en film, je vois beaucoup plus ça adapté en pièce de théâtre, parce qu'il y a très peu de décors, il suffirait qu'on change juste les feuilles à l'arrière du décor, les feuilles c'est comme ça qu'on appelle les décors de peint sur des plaques au cinéma et en théâtre, pour passer donc de la maison de Mank, où il est en train d'écrire ce script, au jardin de tel truc, à telle grande salle de réception dans la grande demeure de Hearst. Honnêtement, ça fait pas très cinématographique. C'est un film pour ceux qui aiment l'écriture, ceux qui veulent se plonger dans ce domaine du cinéma, etc. Ça plaira aussi sans doute aux personnes qui s'y connaissent dans le cinéma des années 30 à 40. Mais c'est vrai que si je dois donner un avis global sur le film, franchement, c'est pas ultra intéressant. C'est pas ouf. Même moi qui du coup ai un intérêt quand même pour le monde du cinéma, l'histoire du cinéma, j'aime bien avoir des documentaires sur le passé de Warner, j'en ai parlé dans le vlog sur Casablanca, des trucs dans ce genre-là. Et même comme ça, je trouve pas ça particulièrement pertinent. C'est, comme je l'ai dit, un film qui est beaucoup plus basé sur les dialogues, et donc on va avoir beaucoup de personnes qui aiment beaucoup parler, qui aiment bien s'écouter parler aussi. Principalement Mank est présenté comme une espèce de grande gueule, alcoolisée, mais une espèce de grande gueule qui adore être la personne la plus visible au dîner, un truc dans ce genre-là. Et donc, ils vont beaucoup assister sur des personnes qui parlent beaucoup. Ça va pas être une logorée verbale, j'ai pas trouvé non plus que c'était... il y avait trop de dialogues, mais c'est clairement un film qui est centré sur ces dialogues et qui va essayer de se la jouer à certains moments avec des grandes phrases, du genre « si j'étais sur la chaise électrique, je voudrais qu'il soit sur mes genoux ».
Ou c'était quoi l'autre que j'avais noté? Ouais, ou un commentaire cinglant du genre c'est même pas le truc le plus lamentable que j'ai vu de ma vie, etc. Donc faut aimer les films qui ont pas grand chose à raconter et qui pourtant ont beaucoup de dialogues pour te raconter des choses qui sont pas super pertinentes non plus, quoi. Ça reste pertinent à l'histoire, parce que c'est ça le piège, c'est que c'est quand même au final la vie de Mank et comment est-ce que la vie de Mank a mené à l'écriture de cette histoire et de ce scénario. Donc ça a un intérêt de le savoir, mais uniquement dans le cadre de quelqu'un qui connaît déjà Citizen Kane et qui a envie d'en savoir plus sur ce passé-là, quoi. Ce passé, justement, il est montré d'une certaine façon qui permet, je crois, à la VOD de mettre certains tacles au monde du cinéma de studio tel qu'il existe, moderne. Mais il y a peut-être aussi un petit commentaire de la part de Fincher pour dire on n'a pas créé aujourd'hui tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Un des points sur lequel il va pouvoir insister là-dessus, c'est il y a Meyer, Hearst, etc. sont tout un groupe de riches et puissants qui manipulent et dominent un petit peu le monde, notamment en réalisant littéralement des fake news. Ils en parlent pas comme de fake news parce que le terme, lui, est plus moderne, mais ils parlent d'infos falsifiées, trucs dans ce genre-là, donc il fait quand même des parallèles entre le monde d'aujourd'hui et le monde d'hier, et notamment au niveau du cinéma, il essaye de dénoncer pas mal de choses, notamment, donc, comme je l'ai dit, et c'est William Hearst lui-même d'ailleurs qui dit ça, c'est ce côté on devrait faire des grands films avec des grands textes, des grands dialogues, ça devrait être l'âge d'or du texte et des mots. C'est quand même mieux que de produire des westerns en pagaille et des clowneries à la fin, etc. I intend to make pictures with the help of real literary minds. Instead, what do most studios give us? Gangster flicks. Zanies. Si vous avez des petits échos de Scorsese qui est en train de dire que les films Marvel c'est juste de la fête foraine, etc., c'est pas pour rien, quoi. Je n'irai jamais critiquer Martin Scorsese pour cette sortie sur Marvel. Il a tout à fait raison. Pas quand il dit que c'est pas du cinéma, c'est aussi un style de cinéma de faire du divertissement. Mais c'est vrai que du coup, ce genre de critique, on le faisait aussi à l'époque, quoi. Un genre qui est respecté aujourd'hui, comme par exemple le western, à une certaine époque, c'était vu comme les films de super-héros pour nous et pour certains réalisateurs, quoi. C'était des clowneries et des conneries et des trucs d'action, machin, pour divertir le chaland, mais c'était pas des trucs intellectuels et profonds, intelligents, c'était pas du Hamlet, etc., quoi. Donc c'est le genre de commentaire qui reste intéressant à voir parce que pour te dire ça a pas été parfait à une époque et aujourd'hui c'est la merde, quoi. Il y a toujours eu cette espèce d'équilibre un peu particulier à gérer et il y a toujours eu des opinions extrêmement tranchées sur le sujet. Et c'est le genre de commentaire qui doit plaire à Netflix, qui se présente presque comme un espèce de défenseur du cinéma, qui dit « Regardez, nous on arrive à faire des films d'auteur et des machins genre là. » Mais vous en faites autant que les autres. Les autres aussi ils font des petits films et des petits machins genre là. On n'a pas eu des petits films d'auteur aux Oscars uniquement quand Netflix est arrivé. Hein. C'est quelque chose qui est fait par n'importe quel studio et qui aurait pu être fait par n'importe quel studio. Mais t'as des commentaires qui semblent vraiment faits pour ça, pour faire plaisir à Netflix. Notamment, t'as le moment où t'as le patron de la Paramount qui est là en train de faire son grand discours, en train de faire « Messieurs, nous avons un problème. Il faut faire revenir les gens en salle. » Mais comment? Putain, vraiment perdu, quoi. Ils savent pas comment faire venir des gens au cinéma. We've got to get people into theaters, but how? Cette espèce de critique, du coup, sur le système des studios, qui montre que ils savent pas comment faire au final, et c'est pour ça qu'ils font appel au truc le plus simple, notamment avec la Paramount ici, ils font une allusion aux films de Universal, les films de monstres, qui est du cinéma de série B, mais qui attire effectivement les gens en salle. Et donc t'as des petits commentaires comme ça sur la façon d'écrire, mais alors le plus beau commentaire, c'est celui qui met dans la bouche de Louis Meyer. Je savais pas ce que voulait dire MGM, du coup, au final, je faisais partie des gens qui pensaient que c'était Metro Goldwyn Mayer, mais non. It stands for Mayer's Ganze Mishpacha, Mayer's whole family. Louis Meyer dit la magie du cinéma, c'est que on vend quelque chose au client et tout ce qu'il en a, c'est un souvenir. What he bought still belongs to the man who sold it. That's the real magic of the movies, and don't let anybody tell you different. Et t'as envie de dire, venant d'une compagnie qui ne sort quasi aucun de ses produits en vente physique, c'est quand même assez honteux comme phrase, et ça pourrait même jouer comme une espèce de propagande pour la VOD, quoi. C'est nous, on fait que quand vous nous donnez de l'argent, vous avez votre série, elle est à vous, etc. C'est mon cul. Le nombre de films qui disparaissent de Netflix, le nombre de séries qui disparaissent au bout d'un moment, et le fait qu'ils ne sortent jamais leur truc en physique. Enfin, Netflix n'offre pas plus la propriété de son contenu aux gens qui payent l'abonnement, quoi. Donc c'est le genre de petites phrases comme ça qui, tu sens que c'est là pour titiller, et tu te dis ouais, mais en même temps vous titillez vous-même là, parce que il y a un truc qui est un peu ironique quand même dans cette déclaration. Louis Meyer, il tape vraiment dessus à fond parce qu'il y a cette scène pour le faire vraiment passer pour un pourri, mais a priori il l'était peut-être, hein, si c'est historiquement vrai. La scène où il va voir tous ses employés et pour leur dire ah, je suis désolé, on va pas bien en ce moment, on n'a pas d'argent, etc. Il faudrait que je coupe vos salaires pendant que la récession dure.
Et véritablement jouer ça, quoi. Tu sens que c'est un texte qu'il a appris, et tu sens qu'il est en train de jouer, et à plusieurs reprises dans le film, tu le vois en train de faire semblant d'avoir la larme à l'œil et tout, donc ça tacle bien les anciens studios, quoi, et la mentalité studio et la mentalité cinéma de l'époque. Mais voilà, le film se propose comme un portrait de l'époque, et c'est aussi pour ça qu'à un moment, il montre dans ces grandes réunions de riches et puissants qui dirigent un peu les États-Unis, le fait qu'on parle de la montée de Hitler, et notamment il parlait beaucoup de l'opposant politique de Hearst, Sinclair, et c'est rigolo de voir des scènes comme ça parce que t'as des phrases qui semblent faites pour la période qu'on vient de vivre, la période actuelle. Genre ils sont en train de suivre l'élection entre Sinclair et je sais plus comment s'appelle l'autre mec qui est soutenu par Hearst et Meyer, et t'as Mank qui sort ah mais attendez, l'élection n'est pas finie, il reste des voix à compter, il reste des machins dans genre là, et tu dis c'est rigolo le genre de parallèle qu'il y a avec ce truc là, notamment quand on t'a parlé des fake news juste avant qui ont un lien avec l'élection. Mais pour ceux qui auraient peur que ce soit une dénonciation de Trump assez basique, on dénonce aussi des choses que dénonçait Trump dans certains trucs de campagne, notamment ces espèces de cabinets obscurs qui dirigent le monde. Il y a une petite remarque qui est faite sur le fait que Hearst choisit qui sont les ministres comme il choisit des acteurs, etc. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs comme ça. C'est plus un portrait d'époque que quelque chose de fondamentalement intéressant. Et Mank flotte au milieu de tout ça. Je dois dire d'ailleurs que il reste Gary Oldman a des vieux restes de Churchill quand il est en train de jouer Mank, que ce soit dans la voix qu'il a, qui est un peu pâteuse parce que le mec a des problèmes d'alcool en plus, ou dans la démarche, ou un petit peu dans le look. Oh, she said you had some work you wanted to talk about. One never remembers one's disasters, it's considered ghost. Tu sens qu'il a des restes de Churchill qu'il avait joué donc pour Les Heures Sombres l'année dernière ou il y a 2 ans, un truc dans ce genre-là, je sais plus. Mais au final, t'en apprends pas beaucoup plus sur lui, t'en apprends sur lui, t'as un peu de sa biographie, un peu de sa vie, ce qu'il a même fait pour soutenir des familles de juifs qui devaient fuir l'Allemagne ou des trucs dans ce genre-là, mais ça me paraît pas si intéressant et fascinant au final. Et je dois même dire que, pour un film qui essaye de te mettre en avant que, en fait, toute cette histoire est une dénonciation de William Randolph Hearst, William Randolph Hearst est particulièrement absent de ce film. Tu vois beaucoup plus sa maîtresse, par exemple, ou Louis Mayer, et du coup, tu comprends presque pas où le film veut en venir, en fait. Honnêtement, pendant une bonne partie du film, j'ai cru que, en vérité, Citizen Kane, c'était contre Louis Mayer, et non pas Hearst, parce que on a bien plus vu Mayer à l'écran que Hearst. Donc du coup, c'est un peu particulier, quoi. Le principal propos du film semble un peu noyé dans une espèce de reproduction du cinéma de l'époque, des normes de l'époque et des styles de script de l'époque, etc. Et au final, t'as l'impression que le point est pas vraiment marqué, quoi, au final. Oui, d'accord, on a vu la grande demeure de Hearst, on a vu sa maîtresse qui ressemble effectivement à un des personnages de Citizen Kane, on a appris du coup que son passé avait à voir avec la presse, etc., son passé en politique, tout un tas de trucs. Mais au final, je trouve que ça apporte pas grand-chose au film. Ils sont liés tous les deux, Hearst et Mank, principalement Mank. Le seul truc qui les lie tous les deux, c'est cette métaphore, cette parabole du singe du joueur d'orgue qui est sortie par Hearst à un moment, et du coup tu finis par comprendre que le script c'est un moyen de renvoyer cette métaphore à la gueule de Hearst de la part de Mank. Mais même ça, au final, ça passe pas tant que ça. Il n'y a pas une rivalité particulièrement marquée, il n'y a pas non plus de... parce qu'on sait que Hearst apparemment admire énormément Mank, et tu le vois pas vraiment en fait. Donc t'as l'impression que le propos s'est perdu dans une succession de scènes qui n'ont pas grand chose à dire ou à apporter au schmilblick. En plus c'est vraiment la création du script et uniquement du script, et finalement tout ce qui s'est passé après c'est pas vraiment mis en avant. Même les tentatives de Hearst pour que le film ne sorte pas sont pas si clair. Enfin bon, bref, je trouve que c'est pas si percutant au final. Le sujet est à peine évoqué, et c'est un peu la sensation que j'avais eue dès les bandes annonces en fait. J'ai vu les bandes annonces, j'avais fait mais c'est quoi le rapport avec Citizen Kane en fait? On est en train de voir tout un tas de choses du cinéma de l'époque. Ouais, ça a servi à inspirer Kane, mais le film a pas l'air de traiter grand chose, quoi. Il y a plusieurs scènes qui vont avoir vraiment d'intérêt, mais il y en a une qui me vient en tête, c'est quand il parle avec c'était quoi, c'est un ancien figurant, un truc dans ce genre-là, qui retrouve régulièrement dans la rue. Une fois employé, une fois non employé, etc. Et il lui donne de l'argent à un moment quand il le voit. Je sais pas à quoi ça sert, je sais pas pourquoi c'est là exactement. Il y a toute une collection de personnages qui l'entourent, et pareil, ils apportent pas grand chose. Il a 2 bonnes qui auraient pu être remplacées par une seule, parce que au final ça a pas grand intérêt, c'est juste qu'il y en a une qui a une histoire particulière qui raconte à l'autre, mais ces 2 personnages qui dans un autre script auraient été rassemblés en un, quoi, parce qu'ils se répètent et ils servent à rien. Son frère, pareil, je sais pas exactement à quoi ça sert. Le personnage qui est joué par Amanda Seyfried, Marianne Davis,
qui était donc une actrice qui était grandement aidée par Hearst, et qui était donc sa maîtresse. C'est à peu près l'un des seuls autres personnages qui est vraiment intéressant dans le film. Cela dit, je comprends pas, il y a la soirée fatidique, la soirée centrale de tout le truc. Elle l'accueille au départ pour qu'il vienne s'asseoir à table, et puis finalement non, elle lui tourne le dos. Est-ce que c'est parce qu'il est bourré? Est-ce que c'est parce qu'il a fait autre chose avant? J'ai pas très bien compris ce changement de situation-là. Même elle, qui est intéressante parce qu'elle est abordée pour parler justement donc de cette Marion qu'il a utilisée pour en faire un des personnages de Citizen Kane, un des personnages tragiques de Citizen Kane, un peu tragicomique même. What did Marion ever do to deserve this? It's not her. Au final, même elle est pas si utile que ça, j'ai envie de dire, au script. Amanda Seyfried est géniale dans le rôle parce qu'elle a vraiment une tête d'actrice rétro, quoi. Enfin, c'est les grands yeux, sa façon de se maquiller, les cheveux, etc. Enfin, elle passe très très bien pour une vieille actrice, disons une actrice de l'époque. Mais même ça, même son personnage est pas si intéressant et si central à l'histoire, donc vraiment, c'est pas oufissime, quoi, c'est pas très passionnant. J'ai l'impression que son gros délire central, ça a été, je veux faire un film comme à l'époque. Je veux faire un film noir et blanc comme à l'époque. Et à ce niveau, donc, David Fincher se transforme un petit peu en Tarantino. C'est-à-dire qu'il a vraiment essayé de reproduire absolument tous les codes de l'époque, en termes de mise en scène, en termes d'image. Comment est-ce qu'on construisait une image, comment est-ce qu'on illuminait, éclairait une image à l'époque notamment. Il a même reproduit la façon de faire les fondus, c'est-à-dire que à l'époque on tournait les fondus au noir en live. Aujourd'hui on les fait sur les programmes de montage, mais à l'époque on le faisait en live en fermant le diaphragme de la caméra, ce qui réduisait du coup la lumière petit à petit, ce qui faisait qu'il y avait par exemple les fenêtres qui restaient longtemps visibles, plus que le reste du décor qui s'effaçait assez rapidement. Et il a fait du coup ces fondus avec cette technique-là, et il a essayé de reproduire tout un tas de codes du noir et blanc de l'époque, et le noir et blanc de l'époque. Je dirais qu'il n'y a pas un choix très franc qui est fait au niveau du noir et blanc, parce qu'en fait, c'est son gros délire, c'est qu'à chaque plan, je crois qu'à peu près toutes les nuances de gris qui existent et qui sont possibles à obtenir sont représentées à l'écran. À chaque plan, il y a du blanc le plus clair jusqu'au noir le plus bouché, et toutes les nuances de gris qu'il y a au milieu. Et il n'y en a jamais deux qui se répètent presque dans le décor. Donc tu vois qu'il s'est pris un malin plaisir à faire ce genre de choses, à éclairer les décors comme à l'époque, beaucoup de fumée dans l'environnement, et donc on a de grands rayons plongeants de lumière qui arrivent des fenêtres, pour éclairer des pièces qui sont un peu dans la pénombre, mais le genre de pénombre qu'on travaillait un peu à cette époque-là, c'est pas une pénombre totalement sombre, il y a encore du travail de gris dans cette pénombre justement, c'était un peu ça le truc cool du noir et blanc de l'époque. À chaque fois qu'il y a une pièce qui a des stores aux fenêtres, t'as des lumières de stores qui viennent d'absolument partout, certaines qui se croisent un petit peu, qui font des trucs intéressants. Il y a un plan où il est allongé sur son lit, il y a juste une lumière très forte qui vient de la porte, qui vient du couloir, alors que lui est dans une pièce entièrement noire, et donc du coup on a une lumière qui embrasse complètement le relief de l'environnement. C'est un plan zénital sur lui qui est sur le lit, et tu vois tous les détails de la broderie sur les draps de lit, tu vois les détails des plis sur sa chemise, etc., avec une lumière qui est très plongeante, qui fait des grandes ombres très, très marquées. Il s'est beaucoup éclaté à reproduire ce genre de lumière-là, pour travailler donc ce genre de noir et blanc. La seule petite audace qu'il ajoute à tout ça, c'est qu'il a tourné en scope, qui était un ratio qui était quasi jamais utilisé à l'époque, même si il y avait des tests et des techniques qui permettaient de faire des ratios larges déjà à l'époque, mais c'était très rarement utilisé, et la plupart des films étaient en 1.33. Donc il y a ce choix du cinémascope qui ramène du coup quelque chose de plus moderne, et puis c'est le style de plan de David Fincher, donc c'est des plans qui sont millimétrés mais au poil de cul, quoi. Le mec quand il fait un plan en grue par exemple, un simple plan en grue, c'est pas la grue qui dodeline, quoi. La grue elle doit descendre parfaitement au niveau du truc. Si jamais il y a un poil de degré qui change dans la grue le temps que le bras arrive en bas, je crois qu'il refait entièrement le plan, quoi, parce que il a toujours ce truc-là, quoi, ce truc des plans très millimétrés, et comme c'est du noir et blanc, il va pas jusqu'au bout de ses délires comme dans Gone Girl où il avait complètement stabilisé les images numériquement pour être sûr qu'il n'y avait pas le moindre truc qui flottait. Il avait tourné en 6K pour pouvoir recadrer en 4K précisément le cadre tel qu'il le voulait, le couper précisément à l'endroit où il le voulait, et qu'ensuite tout soit parfaitement net et parfaitement stable à cause de la stabilisation d'image appliquée ensuite. Là, pour le coup, pour un film de l'époque, il le fait pas trop, mais tu sens quand même la perfection dans ses mouvements de caméra. Mais il ajoute aussi, et ça me surprend un petit peu plus de la part de Fincher, qui est plus dans je veux faire les trucs tels qu'ils sont, il ajoute aussi des défauts sur l'image, pour donner l'impression que c'est du style du film noir et blanc de l'époque, entre guillemets, ce qui marche pas vraiment, surtout on sait encore en faire des films noir et blanc, on en fait encore de temps en temps, donc on n'est pas obligé d'essayer de copier le style de l'époque, mais lui il a rajouté certains petits passages avec des petites rayures, comme si la bobine avait bien défilé plusieurs fois et qu'on n'avait pas pu restaurer tout le truc.
Il ajoute la pastille qui sert à relier les 2 bobines de film 35 mm, enfin les 2 ou 4, 5, 6 bobines de 35 mm au bon endroit, à la bonne frame. J'utilise le projectionniste pour relier les pellicules avant de faire la projection. Donc il a laissé cette pastille sur le truc comme si le film avait été retrouvé grâce à un de ces 35 mm de projection et non pas l'œuvre originale, enfin le 35 mm original. Il a fait un générique défilant, comme à l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque, quand on faisait un générique défilant, c'était un générique défilant, c'est-à-dire qu'on avait un rouleau de papier et puis on enroulait le dessus pour que ça fasse passer tout le truc et tous les mots et tous les textes, etc. Et ça se voit qu'il a fait ce truc-là parce que tu vois ces titres qui défilent et tu vois les imperfections du papier, les petites poussières qui sont restées dessus, les trucs dans ce genre-là, qui défilent en même temps que le reste du texte. Donc t'as vraiment l'impression qu'il a tourné le truc en vrai, quoi, qu'il a tourné une feuille en papier qui déroulait avec les titres dessus. Mais je suis presque sûr que c'est pas fait pour de vrai. Ça doit être un effet comme le reste, quoi. Avec il y a certains moments dans les titres où il y a des morceaux du titre qui sont mangés parce que pour recopier un faux défaut du 35 mm, quoi, qui aurait été présent au cours de la création du trucage. Je pense que c'est pas des vrais défauts. Et il y a un défaut en particulier qu'il a rajouté pour essayer de faire un film de l'époque que je trouve un peu absurde parce que personnellement je l'ai jamais trop remarqué sur les vieux films. Il a pris les noirs bouchés de l'image. Et il a appliqué ce qu'on appelle l'effet domino. Alors ça, je vais en parler dans un autre vlog qui sortira un peu plus longtemps, mais que j'ai tourné il y a déjà plusieurs mois. L'effet domino, c'est en fait quand tu récupères les blancs les plus cassés, les plus forts de l'image, et les noirs les plus forts de l'image, et tu les isoles, tu les floutes, et tu les réajoutes à l'image. Ça recomble les noirs, ça les bouche un petit peu plus qu'ils ne le sont, ça change un petit peu l'étalonnage, et ça rajoute un espèce de léger flou autour de ce qui est noir dans l'image. Et j'ai pas vraiment vu ce genre d'effet dans des trucs. Peut-être que quand on faisait des mauvaises copies, il y avait ce genre d'effet de flou qui pouvait se propager au-dessus du noir, parce que du coup le négatif ce serait entièrement blanc, peut-être que ça ferait une ombre ou un truc dans ce genre-là quand tu fais passer le truc dans la machine qui fait la copie, je sais pas. Ça me paraît un peu bizarre comme effet, je l'ai pas vraiment vu dans des vieux films d'époque. Généralement quand l'image est restaurée, on restaure en retirant ce genre de petit halo un peu bizarre. Mais là, du coup, il l'a laissé. Il y a certains effets qu'il reproduit qui sont des effets d'époque. Il y a toute une séquence avec des surimpressions d'images quand il est à la soirée électorale. Il est complètement bourré, etc. Et donc, il y a plein d'images qui se superposent, ce qui est un effet qui se faisait beaucoup à l'époque du 35 mm noir et blanc. Il y a un plan où Mank laisse tomber une bouteille d'alcool. Et on a donc ce plan où tu vois la bouteille qui tombe juste devant la caméra, qui est quasi identique au plan du globe de neige qui tombe devant la caméra également dans Citizen Kane. Il y a 2 plans où j'arrive pas à savoir si ça vient de Citizen Kane ou pas, que j'ai pas revu récemment. Il y a un plan sur une pièce qui tourne, ça me dit rien dans Citizen Kane, une pièce qui tourne au sol comme ça. Le plan est très bizarre parce que tu sens que la perspective est pas bonne. Le plan est filmé au ras du sol, quand elle avance vers la caméra, elle a pas l'air d'avancer de la même façon que le parquet avance vers la caméra. T'as l'impression que la pièce devient gigantesque d'un seul coup en arrivant devant la caméra, et qu'ensuite quand elle repart, elle devient beaucoup plus petite. Et donc que c'est un plan truqué, quoi. Et j'arrive pas à voir si c'est une allusion à quelque chose, ou si c'est un plan qu'il a juste voulu faire comme ça, et s'il a juste voulu le faire comme ça, c'est une façon très bizarre de faire ce genre de plan. Mais c'est peut-être justement pour recopier le style de l'époque. Dans le générique, il a foutu filmer en High Dynamic Range, donc en HDR, la nouvelle façon d'étalonner les couleurs, qui est soi-disant meilleure avec certains écrans. C'est une arnaque commerciale, ne croyez pas, le HDR, c'est des conneries. Il y a une quantité infinitésimale de couleurs et surtout de lumière qui ressortent plus grâce au HDR qu'avec l'étalonnage d'un Blu-ray, mais c'est tellement infime que ça vaut pas le coup qu'on vous fait payer pour ça. Mais donc du coup il essaie de reproduire le style de logo, c'est-à-dire qu'à l'époque on aurait dit tourner en Cinémavision ou en Cinérama par exemple, un truc dans ce genre-là, avec le même style de cadre autour du truc. Et puis il a fait le pari mais un pari qui est fait naturellement chez Woody Allen par exemple depuis très longtemps. Le film est mixé en mono. Alors il sera diffusé en 5 points dans votre truc, mais il a été mixé en mono et vous aurez quasiment rien dans les enceintes arrière, quasi tout est dans le caisson central, et peut-être les 2 caissons, les 2 enceintes stéréo, mais à mon avis même ce qui est dans le stéréo c'est juste le mono qui a été redirigé vers les enceintes. Je crois pas qu'il y ait de spatialisation du son dans le montage du film. Ce qui est pas honteux, parce que comme c'est que du dialogue, on n'a pas non plus besoin d'avoir du son qui viennent de partout, de la droite et de la gauche, mais ça se remarque pas spécialement non plus, quoi. Je pense que la plupart des gens feront pas ne remarqueront pas le truc. C'est son petit délire, quoi. Mais je dois dire que tout ça me paraît assez creux au final, pas très intéressant et pas très pertinent. Le petit effet qui me paraît le plus intéressant, c'est sa façon de reprendre les titres de scène pour indiquer le passage du temps. Ce qui est extrêmement pratique parce qu'en fait il peut indiquer textuellement quand on arrive dans un flashback ou pas. Comme ça le spectateur n'est jamais perdu puisque c'est marqué avec le titre. Et le titre de scène c'est ce qu'on met au-dessus des dialogues
pour indiquer la situation dans laquelle se passe la scène. Par exemple, intérieur, magasin, en jour ou en nuit, ou en extérieur dans la rue, etc., jour ou nuit, avec le numéro de la scène, etc. Enfin, c'est ce qu'on appelle le titre de scène. Et il utilise ça, du coup, donc pour marquer ses allers-retours dans le temps. C'est peut-être le truc le plus audacieux et intéressant du film, et encore audacieux, je sais pas non plus. Mais voilà, je trouve pas que ce soit absolument passionnant. C'est peut-être juste que je suis pas fasciné par le sujet, mais honnêtement, je trouve pas ça sensationnel. Et je pense qu'à part les gens qui sont au courant de cette dispute sur la paternité du script de Citizen Kane, ça intéressera pas grand monde, je pense. Même quand t'es fan de cinéma, t'en apprends un petit peu, mais pas suffisamment non plus pour être à fond dans le truc, quoi. Donc, je sais pas, ça me paraît pas ultra pertinent. Après, à vous de vous faire votre avis, si ça vous intéresse ou non, mais je trouve pas que ce soit la meilleure production qui ait jamais été faite par Netflix, et encore moins la meilleure production de David Fincher, qui est pas un réalisateur avec lequel j'ai toujours des atomes crochus, mais quand même, c'est un mec dont je respecte beaucoup le travail, et il y a certains de ses films que j'aime énormément, notamment Zodiac ou The Social Network, Panic Room, Alien 3, même si c'est sa bête noire et son cauchemar, ça me paraît être des films plus intéressants que celui-ci, qui me paraît pas fondamentalement intéressant. Et c'est le même style que ces films-là, hein. C'est des films où on a principalement des gens qui discutent de faits historiques et qui mènent certaines enquêtes pour essayer d'obtenir une certaine vérité, quoi. Mais autant le Zodiac c'est naturellement intéressant, autant The Social Network est naturellement intéressant aussi, quand tu vois tout ce qui s'est passé dans l'ombre. Là, celui-là, soit c'est pas intéressant, soit il l'a pas rendu intéressant. Mais en tout cas, je n'étais pas intéressé. Voilà, regardez-le si ça vous branche, mais honnêtement, je pense que c'est pas essentiel, et c'est pas sensationnel non plus. Voilà, prenez soin de vous, regardez des films, ciao!